Bonjour à tous, bienvenue sur TV Amiens pour ce premier numéro de notre émission Délivrez-nous. Dans ce programme, il sera question d'actualité littéraire, mais aussi de diversité. Nous recevrons des auteurs de Picardie ou d'ailleurs qui viendront nous parler de leurs univers. Nous irons à la rencontre de ceux qui font le livre au propre comme au figuré, les libraires par exemple. Nous sommes aujourd'hui chez Martel, un lieu très familier des Amiénois. Anne Martel, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous pour ce premier numéro. Parlez-nous un peu de la librairie et de sa fondation. Alors la librairie a été fondée en 1957 par mes parents et à l'époque on n'était pas du tout là, on était sur le boulevard extérieur dans une petite amiénoise juste devant la cité scolaire. C'était une petite amiénoise de 15 mètres carrés. Effectivement. Et ils ont commencé comme ça avec du livre scolaire, de la papeterie et un petit distributeur de chocolat à l'extérieur. Pour l'anecdote, et voilà, et ensuite vous avez gagné le centre-ville rue des Vergeaux. Voilà, alors dans les années 60 on est descendu rue Léon Blum. D'accord. Et ensuite en 74 on est arrivé rue des Vergeaux sur simplement 1000 mètres carrés. Et là actuellement on est à 2000 mètres carrés. Voilà, alors actuellement vous travaillez avec votre sœur qui fait quoi chez Martel aujourd'hui? Alors ma sœur c'est la directrice générale, c'est-à-dire elle chapeaute tout l'ensemble. Et moi je m'occupe plus spécialement du livre, de toute la surface livre et de la communication. Alors justement, l'espace Martel a énormément changé ces dernières années, les Amiénois s'en sont rendus compte. Vous avez l'envie de lui donner vocation à être un espace de promotion de la culture en général? Ça a toujours été ça, la volonté de promouvoir la culture et le livre. On a commencé déjà il y a petite vingtaine d'années nos rencontres qu'on appelait les jeudis du livre et maintenant c'est plus les rencontres de la librairie puisque ça ne se passe plus maintenant forcément un jeudi mais ça peut être un autre jour de la semaine. Et c'est vrai qu'avec les travaux que nous avons faits dans la librairie, on a voulu créer une bulle où les gens se sentent bien, où ils sont en contact avec le livre et avec les libraires mais sans être intrusifs. C'est-à-dire une espèce d'intimité quand même. Voilà, une espèce d'intimité un petit peu comme chez soi, sauf que là on a une très grande bibliothèque. Oui, une bibliothèque vraiment. Combien d'ouvrages justement il y a à peu près 130 000 ouvrages. Effectivement, ça laisse Donc, matière à rêver et à découvrir, absolument. Alors justement, vous recevez régulièrement des écrivains pour des manifestations culturelles, des signatures, des débats. Racontez-nous un peu les derniers moments forts pour la librairie. Alors, un des moments forts, ça a été les sœurs Nothomb, c'est-à-dire Amélie et Juliette Nothomb sont venues toutes les deux. Amélie pour présenter son dernier roman et Juliette pour présenter son premier livre. Ah oui, effectivement. Qui était un livre sur les recettes de cuisine préférées d'Amélie Nothomb. Et ça a été une rencontre formidable. Ah oui, c'est assez insolite. C'était vraiment extraordinaire. Et dans un tout autre style, c'était Boris Cyrulnik qui est venu, là c'était à l'automne 2008. Et là, on a toute l'humanité qui arrive avec cet homme-là, une compréhension formidable des êtres et une transmission de savoir facile, simple, et on était plus de 120. Oui, effectivement, ça a attiré énormément de monde. Donc voilà, Martel a trouvé toute sa vocation ce jour-là. Oui, parce qu'on veut transmettre l'envie de lire, le bonheur de lire, les voyages qu'on peut trouver dans les livres. C'est ça le rôle du libraire, c'est de donner à lire, de donner envie. Alors justement, Martel, c'est la librairie, mais aussi la maison d'édition. Racontez-nous comment elle a été fondée et quelle est sa vocation. Alors c'est pareil, la maison d'édition a été fondée par mon père il y a une petite vingtaine d'années et notre ligne éditoriale principale, c'est le patrimoine, c'est la mémoire locale. Donc on a le régionalisme, on a beaucoup de choses qui sont faites, par exemple avec Yvan Broard et Jean-François Leblond autour des légendes de Picardie et qui sont enseignants sur Amiens. Et puis un petit dernier, un petit peu hors piste, mais c'est parce que c'est quelqu'un qu'on suit depuis le début de son travail d'écrivain, c'est Philippe Lacoche, sur les petits bals sans importance, sur le pêcheur de nuages, on l'a toujours suivi. Et là, il nous a fait un beau livre un Amiens nocturne, rêvé un peu. Voilà, avec la manière. complicité de Franck Delautre, veilleur de nuit. Justement, Philippe Lacoche est notre invité aujourd'hui, ainsi que Franck Delautre, le photographe. Philippe Lacoche, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste au Courrier Picard, vous collaborez au Figaro littéraire et vous avez écrit déjà une quinzaine d'ouvrages avec une actualité chargée pour ce printemps, la parution de Veilleur de nuit aux éditions Martel et de Petite Garce, recueil de nouvelles au Castor Astral. Pour Veilleur de nuit, vous vous êtes associé au photographe Franck Delautre. Franck, bonjour. Bonjour. Pour nous proposer tous les deux un regard subjectif et complice sur Amiens la nuit. Comment est née cette idée ? Mais cette idée est venue en fait
Franck avait proposé un jeu de photographie, enfin il en parlera, mais un jeu de photographie à Marguerite Cochard, qui est éditrice, directrice littéraire aux éditions Martel. Photos qui ont fortement plu à Marguerite. Et ensuite, ils étaient à la recherche d'un auteur. Donc, comme tous les mardis, j'ai une rubrique, une chronique plus exactement, dans le Courrier Picard qui s'appelle Les Deux Sous Chics, où je parle justement d'Amiens la nuit. Marguerite, qu'on se connaissait déjà, bien sûr, a pensé à moi, elle m'a proposé. J'ai regardé attentivement les photos de Franck que j'ai trouvées magnifiques, très belles, très émouvantes. Noir et blanc. Noir et blanc, en plus, moi, elle me rappelait des photographes que j'apprécie beaucoup, comme Bouba, Douaneau, enfin, etc. Toute cette école un peu réaliste, poétique, on pourrait dire. Absolument. Et j'étais très sensible à cet univers. Amiens la nuit m'inspirait, j'avais des histoires à raconter. Des histoires ou des souvenirs? Des souvenirs et des histoires à la fois, des souvenirs et des histoires. Donc j'ai précisé tout de suite à Marguerite que je ne ferai pas quelque chose ni sur le patrimoine ni un ouvrage journalistique. Mais voilà, c'est pas un guide touristique, hein, vous êtes clairs là-dessus tous les deux. Et voilà, et donc l'aventure est née ainsi. Tout à fait. Et donc ces photos, vous les aviez depuis longtemps ou c'était voilà, vous les avez proposées En fait, j'ai commencé le paysage nocturne il y a environ 2 ans parce que je fais pas mal de sujets différents, hommes, animaux, paysages. Et l'idée est née aussi de mon ami qui m'a dit pourquoi tu ne contacterais pas les éditions Martel avec tes photos d'Amiens la nuit. J'ai trouvé que c'était une bonne idée et j'y avais pas pensé, donc c'est un peu grâce à elle. Absolument, voilà, et c'est une vraie relecture d'Amiens que vous nous proposez, c'est ça, même pour ceux qui connaissent bien Amiens, c'est un nouveau regard, et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une découverte originale. Donc voilà, je vous invite à découvrir cet ouvrage aux éditions Martel, Veilleurs de nuit. Merci Franck d'avoir été avec nous. Parlons à présent de Petite Garce aux éditions du Castor Astral. Ce sont 19 nouvelles. Vous cultivez le mélange des genres, le rire, l'émotion, l'ironie. C'est votre volonté d'être toujours où le lecteur ne vous attend pas, Philippe Lacoche? Écoutez, c'est vrai que ces nouvelles ont été écrites sur une période assez longue, puisque j'ai travaillé, les premières ont dû être écrites il y a 4 ou 5 ans peut-être. C'est un recueil sur lequel je travaillais un peu en dilettante, si on peut dire. Certaines nouvelles sont nées de commandes pour des revues, des journaux, etc. D'autres sont venues un peu spontanément. Donc l'inspiration effectivement est diverse selon un peu l'humeur, selon l'air du temps. Ce n'est pas une volonté, pour répondre à votre question, ce n'est pas une volonté de me trouver là où on ne m'attend pas. Bon, c'est vrai que parfois il y a quelques nouvelles qui sont un peu surprenantes. Moi-même, je me suis un peu surpris en les relisant, mais bon, je pense que c'est comme ça, quoi. J'ai essayé de les écrire un peu. Je crois que le tout forme une sorte d'univers un peu particulier, et une cohérence. Un univers un peu cohérent quand même, j'espère. Voilà, et justement, j'allais vous demander, derrière Petite Garce se cache une nouvelle qui est en fait une déclaration d'amour et de désir. Pourquoi avoir choisi ce titre précisément pour le recueil? Alors, à vrai dire, c'est un choix de l'éditeur, Jean-Yves Roseau du Castor Astral. Moi, initialement, j'avais choisi comme titre de recueil la nouvelle éponyme qui s'appelle Doudoudim. Oui. En fait, on s'est rendu compte que Doudoudim, il y avait un problème de droit. Doudoudim, je crois que c'était une marque déjà plus ou moins déposée. Ça posait des droits contractuels. L'éditeur souhaitait Petite Garce, qui est la plus petite nouvelle, je crois, du recueil, mais c'est une nouvelle finalement que lui et moi on aimait bien, même malgré sa brièveté, et donc finalement on l'a intitulé comme ça, le titre un peu rock'n'roll et provocateur. Oui, voilà, effectivement, et la nouvelle surprend parce que c'est de l'amour en fait. Oui, c'est de l'amour, bien sûr, avec du désir, comme vous disiez. Oui, tout à fait. Alors la nostalgie affleure souvent dans ce recueil, dans votre œuvre en général. Dans Ma mort en bleu, vous écrivez une phrase que j'aime beaucoup: dans les saisons de l'enfance, les étés semblent toujours plus chauds, les miens me paraissaient torrides, même lorsque les ciels de Picardie s'assombrissaient et qu'il nous fallait déployer les capuches de nos caouets. Les lieux d'où l'on vient, l'enfance, la mémoire, c'est important pour vous? Oui, c'est ce qui sous-tend et soutient mon œuvre, enfin mes bouquins, mes nouvelles en particulier, mes romans aussi, mais enfin je crois qu'effectivement c'est très important, les racines. Moi je viens de l'Aisne, je suis né à Tergnier, une ville cheminote et ouvrière. Et donc ça revient tout ça effectivement. Je ne renie absolument pas ça, au contraire, je ne l'excipe pas forcément non plus, mais c'est naturellement ça revient dans l'inspiration, dans les auteurs aussi que j'ai lus. Voilà, je crois que on est nourri un peu de ces racines justement. Il y a une réflexion, tous nous faisons une réflexion actuellement sur
la Picardie qui est malmenée actuellement, qui risque de démantèlement. Donc je crois que tout ça est important. Moi je me sens effectivement, même si je ne suis absolument pas régionaliste, absolument pas... et je suis plutôt de tradition jacobine, mais je suis très attaché néanmoins à ma région, à mon identité, au patrimoine de cette région, et je me sens effectivement éminemment picard, et je ne me sens absolument pas aucune accointance avec le Nord-Pas-de-Calais, que je respecte complètement, mais je me sens absolument bien pas... sûr, mais chacun a son identité, sa mémoire, etc. Crois, Voilà, alors on ne sent pas d'angoisse liée au temps qui passe chez vous, dans le sens où c'était mieux avant, etc. C'est pas ça. Par contre, on sent quand même une grande émotion par rapport au passage du temps et à ce qu'il emmène avec lui. Les Troènes sentiront la nuit fade des années mortes. Voilà, vous êtes quelqu'un d'un peu mélancolique par rapport au passage du temps? Oui, enfin, c'est vrai que j'ai tendance à... Quand vous disiez qu'on ne sentait pas le poids et le regret, etc., c'est très gentil de votre part. Je crois que moi, je le ressens plus, j'ai un fond assez, je le reconnais, un peu, ouais, réac, on peut le dire là-dessus, par rapport à certaines choses, par rapport à certains... Oui, c'est vrai que j'ai une certaine idée, j'aimais une certaine France qui n'est plus. Ça ne veut pas dire pas réac politiquement, bien sûr, loin s'en faut, et même à l'opposé, mais en tout cas... Dans une certaine façon d'être, j'ai un grand souvenir, une grande émotion des 30 Glorieuses, effectivement. La mondialisation et cette espèce d'affadissement de la société avec des kebabs partout, des un peu de perte d'identité, comme on disait cette tout à l'heure. Cette perte d'identité, un peu, moi, cette Europe des marchés m'ennuie profondément. J'avoue que j'ai un côté un peu, peut-être, certains diront souverainiste, j'en sais rien, peut-être, j'en sais rien, je m'en fous. Très républicain, mais très attaché à mon pays, ce côté très France, un peu. Oui, qu'on ressent bien. Un peu ancienne aussi, dirons. Oui, mais ça fait partie du souvenir. Alors, il y a un autre élément majeur dans votre vie et dans ce recueil, c'est la musique. On a l'impression que certaines nouvelles ont une bande-son, que la musique sauve beaucoup vos personnages quand ils sont en détresse. On se souvient aussi des petits bals sans importance de Rico, l'accordéoniste. Vous êtes musicien vous-même? Oui. Racontez-nous, quels instruments? J'ai commencé à faire de la guitare, de l'harmonica il y a très longtemps. J'avais entre 16 et 25 ans, si vous voulez. Donc j'ai joué dans des groupes de rock, de blues, etc. J'avais un peu tout arrêté. Je jouais très occasionnellement, en tout cas plus du tout de manière scénique. Et puis ma compagne, la jeune femme avec qui je vis actuellement, est chanteuse. Donc elle cherchait un bassiste et des musiciens, donc elle ne trouvait pas de bassiste. Je me suis remis à la basse avec beaucoup de plaisir. J'ai repris un peu et je refais un peu de scène, effectivement. Et vous écrivez des textes de chansons? J'écris des textes. Ça permet de conjuguer votre talent d'écrivain. J'aime beaucoup écrire des textes, c'est très amusant et très ludique. Et puis je trouve ça très frais et très amusant. Oui, des petites nouvelles, des condensées en fait, des finalement. Petites nouvelles condensées. Voilà. Alors dans vos nouvelles, on croise des personnages vraiment hauts en couleur, voire insolites. On a Hector qui est un obsédé de la bonne action, assez dangereux. Franck avec son hibernation pour échapper au chagrin d'amour. Vous aimez les personnes et les personnages qui sont anticonformistes Franck, j'ai une très forte... j'ai relu pour les épreuves, parce que je ne relis pas beaucoup ce que je fais. Et ça, j'ai trouvé... Il m'a beaucoup amusé, ce personnage. Je l'avais écrit il y a longtemps, j'avais un peu perdu de vue, si on peut dire, et c'était un peu échappé de ma mémoire. Ouais, ce personnage-là, je l'ai trouvé assez... il m'a amusé en le relisant. J'allais vous parler de l'invraisemblance, parce qu'il y a de l'invraisemblance de vos nouvelles, beaucoup, certaines s'apparentent à des contes, un match de football entre des poissons. Voilà, est-ce que donc la part d'enfance qui est en vous se révèle à ce moment-là? Non, il y a des auteurs que j'aime bien qui sont de purs fictionnistes, comme Marcel Aimé, Jacques Perret, des auteurs comme ça que j'aime particulièrement bien. C'est un peu un mélange entre... c'est peut-être l'inspiration effectivement littéraire des gens que j'aime bien, des gens comme Henri Calais qui sont beaucoup plus intimistes et qui travaillent plus sur le souvenir et l'émotion, la mélancolie, la nostalgie. Il y a, comme vous le disiez fort justement, il y a un peu cette part dans ce que j'essaie d'écrire. Et puis, il y a aussi de la fiction. Et là je me souviens de gens, comme j'évoquais, Marcel Aimé, Jacques Perret, des gens que j'aime particulièrement, qui sont des purs fictionnistes et qui tombent régulièrement un peu dans le fantastique, enfin, en tout cas dans le d'absurde et d'espèce de folie. Alors parlons des femmes, il y a beaucoup de femmes dans ces nouvelles, souvent des femmes qui ne sont pas avares de leur charme. Vous écrivez: malgré mon jeune âge, je savais déjà qu'une femme non compliquée est une femme délicieuse. C'est un hommage que vous rendez aux femmes dans ces nouvelles? Oui, c'est sûr que je préfère... Je préfère Brigitte Bardot, époque années 60, que Les chiennes de garde, c'est clair. Oui, j'aime bien. Ces femmes sensuelles, généreuses, etc. Oui, mais enfin, il n'y a pas une
image de femme en particulier. Je crois que j'aime bien toutes les femmes en général. C'est ça. Mais bon, il y en a qui m'ennuient un peu, quoi. Comme chez les mecs, il y a les mecs qui m'ennuient un peu. Bon, après, c'est question de goût. Hein. Voilà, absolument. Comme je vous disais, bon, les chiennes de garde, c'est vrai que j'ai pas envie de les fréquenter, quoi. Voilà, les féministes agressives. Non, non, a priori. Quelle horreur, non. Alors, il y a un décor privilégié dans ces nouvelles, sont les inondations d'Abbeville en 2001. Oui. Vous y étiez, j'imagine, vous y êtes allé. Oui, comme et journaliste. Voilà, alors justement, ce genre de catastrophe où les repères sont bouleversés, c'est une inspiration romanesque apparemment. Ben, ça, c'est-à-dire que oui, ça m'a assez marqué quand même. J'ai fait un boulot de journaliste assez important à ce moment-là là-dessus. Je travaillais à Abbeville et ça a nourri un peu mon imaginaire. La vraie détresse des gens. J'ai fait un petit bouquin pour soutenir un peu les inondés à la demande des éditions Viva. Pour aider les sinistrés à l'époque. On était quelques-uns, je n'étais pas le seul heureusement, et pour récupérer un peu de fonds. Et c'est vrai que la détresse des gens, ça m'a quand même assez bouleversé. Et puis ce phénomène très particulier de l'eau qui arrive comme ça. Enfin bon, oui, c'est à la fois une douleur et puis une sorte de fascination. Oui, c'est ça, on ressent la fascination. Et voilà, donc ça nourrit effectivement quelques-uns de mes textes. Bien sûr. Donc justement, le cours des choses, comme le sens des cours d'eau à cette occasion, peut s'inverser chez vous. C'est ce qui m'a assez marqué de façon spectaculaire. La guérison, voilà, ma mort en bleu, il y a quelque chose qui se passe et tout à coup ça s'inverse. Le cœur des hommes aussi peut changer. Vous n'êtes donc pas un fataliste a priori. Non, pas vraiment, non. J'ai beaucoup lu Sartre, les existentialistes, que j'aime beaucoup. L'homme est tel qu'il se crée, je pense qu'on peut effectivement évoluer. C'est pour ça que quand je dis que je suis un peu réac, je suis réac dans le sens mais pas politiquement, je suis complètement à l'inverse. Au contraire, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de déterminisme. Voilà. On peut tous on peut se sortir de situations, malheureusement des situations extrêmement difficiles et dramatiques, mais je pense que oui, l'homme est tel qu'il se crée. Je crois que c'est une belle phrase. Oui, tout à fait, oui, effectivement. Ouais. Et donc vous êtes journaliste, vous en parliez tout à l'heure. Il y a une chronique Les Deux Sushis qui paraît tous les mardis dans le Courrier Picard, avec votre regard. Chronique échevelée et dévêtue. Voilà, décalé, subjectif sur la vie amiénoise. C'est une source d'inspiration pour vous, ce métier de journaliste, pour la partie romanesque? Ça l'a été beaucoup. Là, bon, maintenant, je fais un peu plus de culturel, mais j'ai fait longtemps la locale, du fait divers, du judiciaire. Politique aussi, donc ça fait naître des personnages. Oui, voilà. Là maintenant, je suis un peu plus dans les salons feutrés, si on peut dire. Je fais de la mise en page aussi, donc c'est autre chose. C'est une autre façon de voir les choses. Bien que je sors beaucoup le soir, beaucoup la nuit, comme on l'explique. Voilà, dans Veilleurs de nuit, absolument. Qu'il y a des rencontres. Donc c'est vrai qu'il y a des personnages qui naissent, des atmosphères, etc. Et ça reste une source d'inspiration. C'est vrai que d'être confronté moins au réel, disons, j'aimais beaucoup faire le judiciaire, le fait divers aussi. C'est vraiment une source magnifique pour un romancier. Ça, c'est une justement, des moments où ça bascule dans les vies. J'ai beaucoup utilisé ce métier, cette activité de journaliste et pour mes bouquins. Quoi. Très bien. Écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous pour ce premier numéro, Philippe Lacoche. Et à bientôt, j'espère. Au revoir.